Donc il a été étudié maintenant il y a assez longtemps, c'était Friedman et Roseman, qui avaient des personnalités qui réagissaient de façon différente au stress. Donc ils ont défini 3 types de personnalités auxquelles s'est ajouté ensuite une 4e. Alors vous avez le comportement type A qui est un comportement qui est dit réactif. Ce sont des gens qui veulent imposer leur point de vue, qui ne supportent pas la contradiction, qui ont des réactions d'hostilité et qui ont des réactions colériques vis-à-vis des autres, qui vont lutter contre le temps et qui vont être toujours pressés. Donc ils vont avoir régulièrement aussi des relations conflictuelles avec la famille et avec l'entourage professionnel. Par contre, ce sont effectivement des gens qui sont impliqués dans l'action et qui ont une grande propension au travail. Et ces gens-là ont leur axe adrénergique qui est davantage sollicité que les autres et ils auront tendance davantage que les autres aux maladies cardiovasculaires. Vous avez le comportement de type C, qui au contraire, ce sont des gens qui vont résoudre leurs problèmes par le retrait, qui ne vont pas vouloir déranger, qui vont attendre qu'on devine leurs attentions, qui vont mal définir leurs droits, qui peuvent paraître froids et distants, et qui vont avoir tendance à ruminer et à se déprécier. Et parfois, ils vont avoir une patience exagérée et inappropriée. Si vous vous faites réprimander ou insulter de façon inadéquate, il faudrait quand même réagir, et c'est des gens qui ne réagiront pas. Et donc ces gens-là vont avoir au contraire leur axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien qui va être au contraire très développé, et eux vont faire des maladies plutôt en rapport avec une baisse de l'immunité ou des troubles de l'immunité. Et donc ils vont avoir une tendance aux dépressions, aux cancers, aux maladies immunitaires et aux maladies infectieuses. Il a été décrit un 3e type entre les deux, vous doutez bien, après A et C, il y a un B entre les deux. Et donc ce sont des gens qui sont un peu parfaits, qui sont tournés vers le dialogue, qui s'expriment, qui écoutent la position des autres et qui maîtrisent bien les événements stressants et qui sont souples. Et donc ces gens-là, ils n'ont pas de maladie particulière, mais ils meurent quand même, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, disons que statistiquement, on n'a pas retrouvé de maladie particulière chez ces personnes-là. Vous avez ensuite les gens de type D, qui est un type qui a été récemment trouvé, par contre, contrairement aux 3 autres, qui sont des gens qui ont tendance à un comportement timide et pessimiste, qui sont inhibés socialement et qui ont une propension à ressentir des émotions négatives, avec une anxiété et un découragement. Ils sont instables, mal à l'aise dans les relations interprofessionnelles et très sensibles au stress. Et ces gens-là, on s'est aperçu qu'eux aussi, ils avaient une tendance aux maladies coronariennes et à moindre degré quand même aussi aux états dépressifs. Bien, je vous ai parlé de tout ça parce que c'est aussi également pour introduire effectivement l'homéopathie, puisque vous savez que l'homéopathie a également développé des typologies. Donc, je vais vous parler de l'homéopathie, puis de la phytothérapie et de la pharmacologie. Alors, l'homéopathie, c'est une thérapeutique qui consiste à soigner des malades par des substances médicinales qui ont la propriété de produire des symptômes semblables à cette maladie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une maladie qui repose sur une thérapeutique qui repose sur le principe de similitude, et que ce principe de similitude, c'est un principe qui postule qu'une substance, c'est un sujet sain, mais sensible, est capable de produire des symptômes qu'elle guérira chez un sujet malade. Pour faire simple, vous savez tous, quand vous faites piquer par une piqûre d'abeille, ce que ça fait. Ça fait une rougeur, une chaleur et une douleur au point de la piqûre. Eh bien, si un jour vous avez par exemple une poussée d'arthrose et que vous avez le genou qui est chaud, rouge, douloureux, vous avez les mêmes symptômes que la piqûre d'abeille et vous pourrez donner Apis mellifica, qui est la piqûre d'abeille en homéopathie, qui soulagera ces poussées d'arthrose. Donc c'est ça le principe de similitude. Ce principe de similitude n'est applicable que si on utilise le médicament en s'appuyant sur les
sur le mode de réaction de l'individu, c'est-à-dire sur à la fois le mode de réaction de sa maladie et le mode de réaction de sa maladie et de l'individu lui-même. Je vous donne un exemple. Si par exemple, quand vous avez une angine, le médecin fait le diagnostic d'angine, on a du mal à avaler, on a la gorge rouge ou avec des points blancs et on a éventuellement de la fièvre. En homéopathie, ça ne suffira pas pour prescrire parce qu'il faudra s'appuyer à la fois sur les signes locaux de réaction de l'individu et sur ses signes généraux. C'est-à-dire que vous demanderez à l'individu si l'angine a commencé du côté droit ou du côté gauche, s'il a mal en avalant en buvant chaud ou en buvant froid. Vous regarderez la gorge et vous regarderez s'il y a des points blancs d'un côté ou de l'autre. Vous appréciez quand vous demanderez pour la fièvre, vous lui demanderez s'il a des tremblements, s'il transpire pas, s'il est abattu ou s'il n'est pas abattu. Et tous ces symptômes, tous ces signes que vous avez, on ne vous les demande pas en réalité. Si vous voulez, la globalité, elle est venue comme ça parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de prescrire, mais on ne vous les demande pas pour faire de la médecine globale et de terrain, c'est parce que pour nous, c'est utile pour prescrire en réalité. Après, ça s'est développé, mais à l'origine, c'était pour ça. Parce que sans ces symptômes-là, on ne peut pas guérir, on pourra pas guérir, si on ne fait pas un traitement adapté, on ne pourra pas guérir. Alors après, les gens qui font de la bidouillothérapie diront que l'homéopathie, ça ne marche pas, parce qu'ils donneront tous belladonna pour la fièvre. Or, belladonna, c'est bien pour une fièvre spécifique, et gelsemium, c'est bien pour une autre fièvre spécifique. Et si vous donnez le traitement qui n'est pas adapté, eh ben, vous n'aurez pas de résultat. Et donc l'emploi de médications en haute dilution, ça c'est pareil, des dilutions infinitésimales. Pourquoi les médecins homéopathes ont été chercher des dilutions infinitésimales? Complètement fou, et pourquoi? Personne ne se pose la question, mais en réalité c'est très simple. L'homéopathie a été découverte au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on soignait les gens par des métaux, avec des métaux lourds qui étaient toxiques. Et donc c'était le cuivre, c'était l'or, l'argent, le mercure, etc. Et un médecin et un pharmacien qui s'appelait Hahnemann s'est dit moi j'ai l'impression de faire plus de mal que de bien. Bon, alors pour éviter de faire plus de mal que de bien, tout bêtement, il a baissé les dilutions, il a dilué, c'est-à-dire il a donné moins en moins de mercure. Et comme il y avait à l'époque une notion qu'on appelait le vitalisme, c'est-à-dire l'énergie, comme quoi il y aurait de l'énergie dans tout médicament, et pour reproduire cette énergie, il a dilué, il a dynamisé, c'est-à-dire qu'entre chaque palier, quand on prépare un médicament, il a agité. Ça fait qu'on a un processus physique et un processus chimique qui se produit, qui explique l'action du médicament homéopathique. Et donc c'est comme ça qu'il est arrivé à déterminer ce qu'était... qu'il est arrivé aux dilutions dites infinitésimales. Il ne le savait pas, puisque il faut savoir qu'en homéopathie, c'est seulement à partir de la 11 CH qu'on est en dilution infinitésimale. Au-dessus, on peut dire qu'on fait de l'allopathie, puisque les concentrations sont mesurables en réalité. Donc tout ça, ça a été fait à partir de l'expérience clinique, et c'est pas du tout dogmatique. Donc l'action de l'homéopathie est une activité à la fois qui est préventive et curative. C'est l'intérêt de l'homéopathie, c'est qu'elle s'appuie effectivement sur des symptômes avant que la maladie puisse apparaître. Alors l'intérêt de l'homéopathie dans le stress aigu, un grand intérêt, l'homéopathie dans le stress aigu, parce que vous allez voir pourquoi. Alors déjà, systématiquement, on utilise l'homéopathie quand il y a un état de stress aigu. Les gens donnent une dose d'arnica, que ce soit un traumatisme physique ou un traumatisme psychique. Alors essentiellement, et ce n'est pas par hasard, parce que quand même, arnica, on s'est aperçu, des expériences ont montré qu'il avait une activité réelle sur la coagulation. Puisque par exemple, dans les centres anticancéreux, ou quand les gens doivent par exemple faire des piqûres de chimiothérapie et qu'ils ont des problèmes veineux, souvent les infirmières ou les gens qui le savent le prescrivent. Alors c'est un remède c'est une thérapeutique qui est intéressante avec ces remèdes suite 2, parce que justement en fonction de la façon dont vous allez réagir, vous allez pouvoir choisir les médicaments. En fonction là par exemple de l'étiologie, de la cause du stress. Par exemple, à une suite de peur, vous allez utiliser gelsemium, aconite, ignatia ou opium. Alors, ce sont des médicaments que vous allez choisir en fonction des symptomatologies. Par exemple, une suite de peur chez gelsemium, c'est quelqu'un qui va rester tremblant sur place et qui va avoir une réaction de stress inadaptée alors qu'il devrait peut-être se sauver en courant. Une réaction de suite de peur d'aconite, c'est quelqu'un qui va, par exemple, se réveiller en pleine nuit et va être agité dans tous les sens.
Ensuite, par exemple, des remèdes de suite de deuil, des gens qui, après un stress, sont malheureux, bien évidemment, mais par exemple, Ignacia, à un enterrement, va se mettre à rire, elle va avoir des réactions paradoxales. Alors que l'Achésis va développer une logorrhée, va se mettre à parler sans arrêt. Donc tout ça, en interrogeant effectivement les malades, vous pouvez avoir ils peuvent vous donner des clés qui vous permettent de prescrire le médicament qui conviendrait mieux. Dans les suites de déception sentimentale, vous avez par exemple l'Ignacia ou Natrum muriaticum. La contrariété non exprimée, ça va être Staphysagria, des gens qui ne vont pas répondre à une agression ou à un verbal. Ça sera Staphysagria, c'est des personnes qui ont pleuré seules dans leur coin.